Mathias de Bièvre, ici même sur le plateau. C'est parti. À toi, Mathias. Merci. Alors déjà, qui a entendu déjà parler de Data Space? Ah ouais, quand même. C'est pour ça que c'était Halima, un peu franchement. Et en plus, tout le monde est passionné d'innovation et de souveraineté. Et le point commun, mon sens, aujourd'hui, sur l'innovation et la souveraineté, c'est que le pas d'après, c'est qu'il faut faire écosystème. Aujourd'hui, si on parle de l'innovation, elle va venir sur comment on va intégrer des bases de données, des systèmes existants pour faire des nouveaux produits, pour améliorer des process, pour faire des meilleures analytics. Et ces bases de données et ces systèmes, évidemment, en interne, mais aussi avec des partenaires externes. Ça a été pas mal démontré, je trouve, dans les keynotes d'avant, que ce soit sur le data portail de Pernod Ricard, de JCDecaux, où ils ont leurs données internes, échangent aussi avec leurs prestataires, mais aussi sur la partie SNCF, sur les deux parties d'ailleurs, tout un écosystème autour de l'industrie du rail où on doit échanger, et puis sur la partie formation, tout un écosystème formation technologique, université qui doit collaborer aussi. J'ai pas la zapette, voilà. Mais donc, il faut intégrer beaucoup de monde, et pas seulement au niveau métier, au niveau applicatif, mais aussi au niveau du cloud. Si on regarde les hyperscalers aujourd'hui, ils intègrent un peu toutes les solutions nativement en interne. Ils ont une marketplace avec quelques solutions en plus. Nous, en Europe, on a toutes les pièces du puzzle, mais pour rivaliser, il faut les intégrer entre elles également. Donc ça fait beaucoup de monde à intégrer, et tout ce beau monde à intégrer, ça coûte beaucoup de temps et d'argent. Ça coûte beaucoup de temps et d'argent techniquement, de se conformer à chaque protocole, et ça coûte beaucoup de temps et d'argent légalement, parce qu'entre différentes organisations, on veut se partager des données, c'est toute une histoire. Et les data space, c'est la réponse, on va dire, au niveau européen pour réduire ce temps à zéro, en ayant un protocole commun de négociation et d'échange de données à travers tout un large réseau d'acteurs. Donc un protocole commun, la seule question de ce protocole commun, c'est quelle est son adoption, parce qu'il faut que tout le monde l'adopte. Donc si on regarde ici, j'ai pas mis encore tout le monde, mais on voit à travers différents secteurs, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans tout ce qui est mobilité, tourisme, médias, éducation, pas mal de gros acteurs qui s'y mettent, et donc une adoption très intéressante. Et ça ne montre pas tout l'écosystème qu'ils amènent du coup avec eux. Donc on a une vraie lancée autour de ces data space pour faire ces réseaux-là. Et finalement, si on regarde quels services on va avoir dans les data space, et nous ce qu'on peut proposer, on va avoir tout ce qui est un peu marketplace, décrire la donnée, les services qu'on a, les usages qu'on veut en faire, tout un aspect de contractualisation pour pouvoir gérer à travers le réseau quelles sont les conditions d'accès, le pricing, etc. Si c'est des données personnelles, parce qu'on va avoir des cas de données personnelles, eh bien toute la gestion du consentement du RGPD, un connecteur, il y a un petit bug sur la slide, mais un connecteur pour, avec une intégration, pouvoir envoyer et recevoir des requêtes à travers le réseau et partager de la data, et puis des composants additionnels sur la préparation de la donnée, de l'anonymisation, de l'interopérabilité, du federated learning, et donc tout un tas de solutions. Là j'ai mis quelques exemples d'acteurs qui viennent apporter ces solutions de préparation, de transformation complémentaires, et donc on voit qu'on peut commencer à intégrer et dans ce réseau à gérer un peu toute la chaîne nécessaire à l'échange de données. Alors comment ça fonctionne un tout petit peu plus en niveau d'architecture? Déjà un data space, comprenons-nous bien, on peut partager de l'open data via le data space, mais c'est surtout des données privées qui sont soumises à certaines conditions. On va décider qui accède à quelles données selon quelles conditions. Et puis aussi, c'est pas un data lake. On peut brancher des data lakes au data space, mais c'est vraiment plutôt le réseau qui va permettre d'intégrer différentes sources et différents acteurs ensemble. Donc si on regarde ici, en haut, on a finalement les utilisateurs et les fournisseurs de services et de données. En bas, on va avoir un certain nombre d'organisations
qui se réunissent au sein d'une organisation qui s'appelle le Data Space Support Center et qui va édicter un peu les standards et les spécifications de ces réseaux, comment on vérifie une identité, comment on décrit une offre, comment on vérifie un contrat, etc. Et la couche du milieu, Prometheus X, c'est une association où il y a un grand nombre d'acteurs technologiques et puis des acteurs du cloud qui se réunissent pour finalement collaborer sur une couche open source pour mettre en œuvre ce réseau et avoir des composants qui sont prêts à l'usage. Et puis après, on a des solutions comme la mienne qui offrent ça as a service, mais d'autres peuvent les reprendre et opérer leur propre écosystème. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet du coup de commencer à lier des écosystèmes entre eux. Parce que ce type d'écosystème de données, il en existe en Europe. On a des data space, là j'ai mis quelques logos, Thames c'est dans le média, on a des outils comme Open Data Soft, des marketplaces de données, des fournisseurs de cloud, j'ai quelques logos là, chacun a sa marketplace. La question c'est que c'est assez fragmenté. Le data space, ce qui va permettre, c'est de fédérer un peu tous ces réseaux pour, de façon unifiée, pouvoir avoir accès à l'ensemble des services et des données qui sont connectées à travers ces différentes marketplaces, à travers ces différents acteurs, pour avoir un écosystème commun qu'on peut intégrer ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas centralisé. Chacun de ces écosystèmes, de ces portails, est une porte d'entrée vers le réseau plus large. Il n'y a pas une marketplace unique où tout est centralisé, mais chacun de ces acteurs peut facilement montrer les offres connectées à d'autres et ainsi arriver à quelque chose de beaucoup plus commun et utiliser la force de la multitude pour avoir une innovation saine et souveraine. Donc quelques exemples sur le Legal Data Space, il y a un certain nombre d'acteurs, des directions juridiques, de grands groupes ou des cabinets d'avocats qui disent « Ok, comment je vais faire des agents IA pour automatiser la mise à jour, la génération de PV, la mise à jour de registres ou mettre à jour des contrats en fonction des évolutions réglementaires. Pour cela, j'ai besoin de mes données internes, de mes contrats, de mes rapports, de mes PV d'avant, des données externes, par exemple là, des fournisseurs Lexbase qui structurent un peu toute la jurisprudence, tout l'accès à la réglementation, et puis des outils d'agentification. Donc ça, c'est une vision un peu simple, mais on peut combiner tout ça ensemble pour faire un agent IA juridique. Un truc un tout petit peu plus compliqué, mais que je trouve passionnant, c'est dans l'éducation. On travaille avec différentes académies, dont l'académie d'Aix-Marseille, pour créer un assistant de révision. C'est-à-dire un assistant qui, par élève, va pouvoir générer des exercices personnalisés en fonction de son niveau. Et là, on rentre dans des données sensibles, enfin, pas au sens légal du terme, mais quand même importantes, des données personnelles de mineurs sur ses notes, sur des exercices qu'il a déjà pu faire. Donc là, en haut, Vita Science, Prof en Poche, c'est des logos que vous connaissez probablement pas, mais c'est des éditeurs de logiciels dans l'éducation qui ont ces données-là sur les élèves. La personne va pouvoir récupérer ces données-là dans son Personal Data Store, donc dans un coffre sécurisé de ces données. On a besoin de données aussi sur des contenus pédagogiques parce qu'on veut des exercices qui soient pertinents pédagogiquement et en fonction du niveau scolaire. Et puis on va avoir des fournisseurs de services LLM qui vont venir inférer sur ces données pour générer des exercices personnalisés dans les interfaces du ministère. Ben ça encore, il faut intégrer tous ces acteurs et grâce au data space, on peut gérer cette complexité. On peut facilement aussi remplacer un acteur par un autre parce que, par exemple, à l'Académie de Versailles, ils n'utilisent peut-être pas Prof en Proche et c'est un autre qu'il faut connecter là. Donc ça, c'est quelques exemples. Si je regarde là sur la vidéo, si on peut la lancer, si ça fonctionne, sinon on sera aussi à Vivatech et vous pourrez le voir. Mais justement, ça se présente comme une marketplace de données, services, métiers qu'on peut filtrer, évidemment, et puis d'offres un peu plus d'infrastructures sur du GPU as a service, sur du LLM as a service par exemple d'Orange, et d'autres services un peu de préparation, de tagging, d'anonymisation de données. Je suis intéressé par une offre, je peux voir un peu plus de description, le pricing, la documentation technique. Je peux envoyer une négociation et commencer à échanger. Je passe cette étape. Si ensuite
je gère mon projet, j'ai tous mes différents fournisseurs, je peux voir ce que chacun finalement fournit, j'ai le contrat qui détaille un peu plus les modalités techniques, pricing de chaque offre, et quelque chose de très intéressant, je peux créer ces chaînes de services entre les différents acteurs. Donc là par exemple, les données de la personne vont aller vers le coffre-fort numérique personnel. Là-dessus, il y a un modèle qui va pouvoir s'inférer pour que le résultat arrive dans l'espace numérique de l'académie. Et si j'ajoute un partenaire, je peux assez facilement le connecter. Et derrière, grâce à l'intégration et à l'infrastructure DataSpace, tout cela peut automatiquement s'opérer. Donc, ces questions de pouvoir faire écosystème au sein d'une filière, au sein de différents acteurs, c'est essentiel dans l'innovation pour créer des agents et des services de nouveaux domaines. Et je le disais au début, c'est aussi essentiel sur une question de souveraineté, parce qu'on a deux modèles. On a le modèle big, on va dire, où tout va être centralisé et tous ces acteurs vont faire tout seuls. Et puis, on a de l'autre côté, si on veut avoir une chance, il faut unir ses forces. Il n'y a pas de... Je pense, moi, personnellement, que quiconque dit « Ah ben moi, je vais faire tout seul, je vais faire le nouveau Google c'est pas réaliste. Par contre, si on allie les différentes forces à travers différents outils et à travers des filières, ben on a une force de la multitude qui peut amener quelque chose à la fois d'alternatif, mais aussi de plus performant, parce qu'aucune solution centralisée ne peut avoir l'agilité d'interagir avec une pluralité de systèmes. Et là-dessus, c'est un schéma que j'ai volé du think tank Digital New Deal, d'un rapport qui s'appelle IA générative, s'unir ou subir. Et je pense que c'est vraiment le choix de chacun et de chaque filière de commencer à lancer ça. Et puis, beaucoup le font, comme on a pu le voir dans les keynotes précédentes.